Alors bonsoir à tous. Ce soir donc nous sommes, ici pour, cette présentation, pour les parents d'enfants inscrits au CDC cet été au FC Trois Lacs. Hem, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux, là j'ai même du monde a du mal à gérer tout le monde dans ma liste. Nous avons eu un problème de communication important ces derniers mois, qui est en phase d'être résolu, là comme maintenant. Donc, seulement hier, on a pu vous rejoindre, vous connaître déjà, vous rejoindre et pouvoir vous envoyer des emails. Donc l'invitation pour cette réunion était très tardive. Hem, le but est qu'on a été très limité en termes de communication pendant ces derniers mois. Maintenant qu'on peut, on va essayer de faire tout le plus vite possible pour, rattraper ce qui peut être rattrapé avant le début de notre première session, qui arrive la semaine prochaine, donc ça arrive vite. Hem, donc je suis Christophe Lecomte, le responsable soccer de base au FC Trois Lacs. Je vais faire la présentation, pendant à peu près 45 minutes. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les mettre dans le chat. On va aller revoir le chat à la fin de la session pour répondre aux questions qui n'auraient pas été encore répondues par les différentes, slides qu'on va voir et ce dont on va parler. Nous avons aussi ce soir présent, des gens du club, de l'administration. Mélanie, que vous connaissez peut-être, c'est peut-être, elle qui a fait votre inscription, qui a répondu à vos questions au téléphone. C'est la personne la plus à même de répondre à des questions sur des problèmes justement d'inscription, la plateforme Spordle, ce genre de problèmes administratifs. Donc elle peut répondre pendant la présentation si vous avez des questions et à la fin nous aider s'il y a besoin également. Heu, donc je vais commencer maintenant et nous allons parler donc du CDC. Pour vous, U9, U12, vous connaissez sûrement pour la plupart déjà le CDC, peut-être moins ceux qui étaient U8 l'année dernière. Donc le CDC, c'est l'abréviation pour le centre de développement du club, qui est une philosophie mise en place à travers le Canada, et donc au Québec, pour promouvoir le développement du soccer, et des joueurs de soccer de tous les âges, à travers nos clubs. Comme vous le savez certainement, le club a engagé une nouvelle direction, de cette année, donc à la fin de l'année dernière. Direction générale, direction technique, la partie soccer de base, beaucoup de personnes ont changé de l'organigramme, pour mettre en place cette, vision d'un CDC, et une nouvelle philosophie de développement des joueurs au FC Trois Lacs, donc à partir de 4 ans jusqu'aux équipes seniors. Donc la philosophie derrière tout ça, c'est l'approche est basée sur le club. Donc le club va englober toutes les activités et encadrer ces activités des âges les plus jeunes, donc des 4 ans, jusqu'à nos équipes les plus vieilles, en espérant que les enfants qui commencent, en U4 cette année, on en retrouve dans 20 ans, dans nos équipes seniors, ils auront 24 ans, qu'ils soient restés au club, qu'ils soient développés, qu'ils soient devenus de très bons joueurs et surtout qu'ils aient aimé le sport et le soccer en particulier, mais le sport à la base, pendant toutes ces années et qu'on ait gardé des enfants, actifs et en santé. Hem, l'approche basée sur le club donc établit une philosophie. À travers cette philosophie, nous allons mettre en place des procédures dans tous les âges, tous les niveaux, toutes les équipes pour avancer tous dans la même direction. Donc tout le monde à travers le club, va, baigner dans la même identité Alors, et pouvoir, à travers les âges, se développer dans une philosophie commune. Un des plus gros avantages d'une structure de type CDC, c'est de standardiser cette structure pour tous les groupes. Donc, auparavant, des enfants qui étaient dans un certain groupe pour avoir une très, très bonne expérience, mais les 3 groupes à côté, c'était pas aussi bon. Là, on va exposer les enfants au même exercice, au même coach, à la même, approche, de coaching et leur donner à tous, quel que soit leur groupe, la même qualité de dans l'environnement et la même structure d'encadrement. Hem, le plan étant basé sur la philosophie du club, il s'étend des plus jeunes âges vers les plus vieux. U4, U6, il y a très, très peu de planification vraiment technique. C'est du plaisir, c'est des jeux de base, mais il y a quand même une petite touche. U7, U8, on commence à être un petit peu entre les 2. À partir du 9, U12, là, ça devient beaucoup plus formel. Nous visons un type de joueur pour nos équipes U13+. Afin d'obtenir ces joueurs en U13+, qu'est-ce qu'il faut faire dans les années précédentes pour aller chercher les éléments qui vont permettre de développer des joueurs de ce profil, qui vont ensuite bien s'intégrer aux équipes de juvéniles et adultes que l'on aurait au club. Et le plus important, donc c'est la dernière phrase, c'est le développement à long terme du joueur.
On va parler de joueurs, on va parler d'enfants, on va parler d'humains. Le soccer est un sport d'équipe. Arrivé en U13+, ça devient très fortement cela. Mais avant, c'est un joueur qui se développe. Donc, entre développer un joueur et former une équipe, on va faire des choix différents. Et là, on met l'accent sur le développement du joueur, son bonheur, son environnement, et le but est de le développer. Et en fonction de son âge, de l'exposer à des techniques et des tactiques adaptées pour aller vers une approche d'un sport d'équipe plus vieux. Plus petit, on va voir qu'on est sur autre chose. Donc, le nouvel organigramme qui a été mis en place. Donc, le nouveau directeur technique, Aziz Diagne, que vous pourrez voir certainement sur les terrains pendant cet été. Moi-même, le responsable soccer de base. Des responsables de CDC garçons et filles pour les U9, U12. Donc, Hamid, qui est sûrement quelqu'un que vous reconnaissez déjà, et pour les garçons, et Sonia Mota pour la partie féminine. Le 7-8 a le même type de structure. Viennent ensuite, vous, les parents éducateurs. Donc, à travers la structure que met en place le club, le parent éducateur reste très important. Vous êtes la clé, vous êtes les gens qui êtes notre relais sur le terrain vers les enfants qui font les activités avec vous. On va parler un petit peu des responsabilités. Ce rôle change un petit peu par rapport à ce qu'aurait été un coach avec son équipe comme autonome, mais il reste très important. Et même s'il change, il reste très bénéfique, plaisant et quelque chose qui va apporter beaucoup aux enfants et donc clé pour nous. Donc ce soir, je vais insister un petit peu sur ça. Ceux qui hésitaient, n'étaient pas sûrs, faire attention que c'est pas forcément, on n'a pas forcément d'être le meilleur coach de soccer du monde pour encadrer les enfants. On a besoin d'être un bon animateur, de comprendre la structure, de l'accepter et le rôle, comme on va l'expliquer, est aussi simplifié pour que plus de personnes puissent apporter un environnement de qualité aux enfants. Par exemple, j'ai eu des très très bonnes mamans scouts qui m'ont fait des coachs formidables sans rien connaître au soccer. Donc on peut vraiment travailler ensemble comme ça. Moins pour les U9-12, c'était plus pour les U7-U8 et les plus jeunes. Nous avons aussi des moniteurs qui viennent nous aider, souvent des enfants joueurs du club que l'on encadre et que l'on forme pour qu'ils puissent aussi encadrer vos enfants de qualité. Euh, Alors, les rôles et responsabilités, je suis passé vite sur plein de choses. Je veux juste focuser pour vous sur la partie éducateur. Donc, vous, votre rôle est très important lors des entraînements et lors des matchs, où vous êtes sur le terrain en train de coacher ou assister, fonction du nombre, une station lors des entraînements. Une station est définie, mais le rôle du coach reste l'encadrement et l'apprentissage à travers cette station. Vous participez également au match comme coach d'une équipe ou assistant. Encore une fois, les rôles sont définis, ça dépend du nombre de personnes, mais vous restez un coach qui encadre une équipe lors d'un match pendant les matchs du week-end. Vous participez à l'évaluation des joueurs aussi, qui est important dans le CDC. Et pour certains, en tout cas ceux qui peuvent arriver en avance, nous aidons à la préparation du terrain. Alors, que ce soit vous, les parents éducateurs ou les moniteurs, ceux qui apprécient ce rôle et qui veulent se développer ont les opportunités de pouvoir faire des formations d'entraîneurs au cours de la saison. Nous avons la chance au club d'avoir une personne qui est responsable de la formation. Pour les plus vieux, vous le connaissez certainement, il s'agit de Mohamed. Donc, il y a un encadrement de qualité, un suivi, une personne ressource pour poser des questions et pouvoir savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est quoi les attentes et est-ce qu'on se sent capable. Et donc, c'est un plus. Et si vous aimez votre rôle, vous aurez l'opportunité de vous développer et d'obtenir ces formations qui permettent aussi d'être coach à un certain niveau. Pour la partie des avantages du CDC, donc l'optique est vraiment d'offrir une culture systématique de ce qu'on espère être un succès, au contraire de ce qui aurait pu être la chance d'avoir un bon coach, où tout se passe bien, il est formidable, il a un plan excellent. Donc ces enfants-là sont vraiment très bien développés, sont tous heureux. Mais les trois groupes d'à côté, le coach il est moins bon, et puis bah, c'est tant pis pour eux. Donc, le but, c'est de changer ça, d'exposer tous les enfants à la même expérience de coaching, aux mêmes activités, et leur donner à tous, quel que soit leur niveau, quel que soit leur intérêt, s'il est minimum, s'il y a un intérêt minimum, de pouvoir se développer à travers le club et être le meilleur joueur qu'ils peuvent être.
Donc, ne pas être bloqué ou lié à juste un coach, mais à la structure qui les expose à tous les coachs qui sont présents et également au staff technique qui va intégrer les sessions et qui permettront de donner à vos enfants le meilleur coaching possible pendant ces sessions. Donc, chaque enfant, quel que soit son groupe où il jouera son match le week-end, va vivre la même expérience et aura accès au même service que tous les autres joueurs. Donc, une opportunité égale de se développer et personne n'est laissé pour compte. De plus, donc le plan technique reflétant la philosophie du club, il va pouvoir être mis en place sur plusieurs années avec comme des étapes dans les progressions et permettre à vos enfants de suivre un curriculum qui est progressif et encore une fois qui va pouvoir aider son développement. Chaque groupe obtient le même support du club, la même supervision que tous les autres, car ils sont ensemble, s'entraînent ensemble et il y aura des visites sur les matchs et tout le monde sera encadré de la même façon. Donc encore une fois, ça permet d'égaliser la qualité du coaching, du service, voir que tous les enfants sont encadrés par des éducateurs qui ont la bonne attitude et qui sont donc tous dans la même philosophie du club et qui nous permettent de vous donner à tous cette expérience qu'on a choisie. Le coaching dans chaque station est défini, donc tous les coachs ont une idée de quoi faire. Il y a pas on n'est pas dépendant d'un coach qui a moins d'idées, qui ne sait pas quoi faire avec ses enfants. Donc ça permet de donner un meilleur coaching à chacun des enfants dans les stations. Et pour nous, les coachs, étant focusés sur nos tâches, on reçoit ce qu'on a à faire, on peut être très bon dans ce qu'on fait. On fait 4 fois avec le même petit groupe. Ça permet d'être aussi meilleur avec les enfants, on se concentre sur le terrain. Pour ajouter un petit mot à ce que je viens de dire, je voudrais donner la parole à Marco, qui est consultant auprès du club. Je crois que je dois fermer ma présentation. Et Marco, je pense que tu peux te démuter. Ouais. Merci beaucoup. OK, là, tu peux prendre la parole. Merci. Vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Oui. Bonsoir tout le monde. Simplement, je veux juste me présenter, vous saluer. Je travaille avec le club de Trois-Lacs en ce moment depuis, disons, octobre-novembre. On a commencé un mandat avec le club juste pour leur aider à se structurer une certaine réforme. Alors, depuis mon arrivée, il y a eu beaucoup de changements à l'intérieur du club. Un nouveau DG, nouveau directeur technique, nouveau adjoint. Des rôles ont été changés. Alors, pour moi, c'est vraiment du mouvement très, très positif. Je ne vais pas vous parler de mon vécu, toute ma carrière de 25 ans, mais mon dernier poste avant de devenir consultant technique pour des clubs était à Soccer Québec. Alors, j'étais celui qui était en charge de tout ce qui est les évaluations des clubs au niveau de les licences, au niveau de tout ce qui est la nouvelle réforme, la mise en place du CDC, etc. Donc, j'ai eu la chance de visiter au-dessus de 100 clubs. J'ai vu plusieurs des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Alors, l'avantage que peut-être le club a, c'est peut-être j'ai la chance d'accélérer le processus avec le club pour éviter qu'on répète les mêmes erreurs que j'ai vues à travers la province. Alors, en ce moment, les choses vont très, très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot pour le personnel, c'est certain, mais ils travaillent d'une façon assez intense pour essayer de vous offrir de quoi de qualité. Et tout ce qui est le centre de développement du club, je crois qu'il a eu peut-être une réputation, je dirais, mitigée ou même négative à cause d'un manque d'application de la part des clubs, parce qu'il y a des clubs dans lesquels j'ai évalué, les clubs avec lesquels je travaille en ce moment, qui font leur centre de développement. Ça se roule d'une façon formidable, avec un encadrement exceptionnel. Les jeunes ont la chance de toucher le ballon, de pratiquer, de développer individuellement, qu'en bas de l'âge de 12 ans, c'est la clé. Tout ce qui est équipe et tout ce qui est tactique, ça peut venir un petit peu plus tard, mais c'est le développement individuel qui vient en premier à ces âges-là. Alors, je crois qu'il y a des très, très bonnes choses. Il y a aussi des portions négatives pour ceux qui ont vraiment étudié la réforme et les exigences de Soccer Canada. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu exagérées, j'avoue. Mais en même temps, je dois dire que le club de Trois-Lacs a pris le temps d'évaluer les besoins des membres
Et de ce que j'ai vu et ce qui est mis en place pour cet été, je pense qu'en théorie, c'est excellent. Maintenant, il y a une différence entre la théorie et la vraie vie. Il y a des personnes qui sont impliquées. Il y a une exigence importante d'avoir des éducateurs de qualité qui vont travailler avec le club dans le même sens, qu'il y a des parents qui sont un petit peu patients parce que cet été, c'est le premier été que le staff va mettre tout ça en place. Mais je crois que il y a des belles surprises à venir. C'est tout pour moi. S'il y a des questions un petit peu plus tard dans la présentation, on va laisser Christophe finir de présenter tout ce qui est la portion la plus importante. Et à la fin, si vous avez des questions un peu philosophiques ou des questions au niveau de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous aimeriez voir et tout ça au niveau du CDC et dans sa conception d'origine, ça va être mon plaisir de vous répondre et vous expliquer un petit peu plus les réflexions derrière les changements et qu'est-ce qu'on attend voir à travers la province et à travers le pays dans les prochaines années. Donc, merci beaucoup. Je laisse la parole à Christophe. Merci Marco pour ces détails et explications. Donc je vais reprendre la présentation et je vais retomber sur des points qui ont été cités, parce que bon, la présentation va tourner autour de ça. Donc ça a été déjà dit, mais donc le développement pour le CNDC, l'important c'est le développement à long terme d'un joueur. Donc comme on a dit, les équipes c'est pour plus tard. Commençons plus tôt, U4, U6 c'est beaucoup des jeux et un truc qui ressemble un peu à un match mais encore du jeu. U7, U8, on veut que les enfants aient du plaisir en bougeant. Donc c'est des activités physiques avec un ballon de soccer, mais c'est encore des jeux et un tout petit peu de match. Arrivé en U9, U10, on va parler de plaisir avec le ballon. Donc là, on intègre la technique. Vous avez choisi pour vos enfants le programme CDC, d'autres enfants ont choisi le programme Soccer Loisirs. Là, on a déjà il y a un choix qui a été fait. Donc, on va rester très concentré sur le plaisir, le développement du joueur avec le ballon, l'aspect tactique. U11, U12, le plaisir reste au centre de l'équation. Là, on intègre les coéquipiers, quelques coéquipiers. On joue à 9, on ne parle pas des 9, mais on intègre plus parce qu'on est plus grand. Donc, tout est resté à travers du plaisir adapté à l'âge de l'enfant pour qu'à long terme, il puisse se développer et qu'une fois qu'arrivent les sélections en U13 et plus, votre enfant soit arrivé au plus haut niveau possible pour lui et qu'il soit prêt à intégrer l'équipe qui correspond à son niveau de jeu et à son intérêt. Vraiment voir donc le soccer de la même façon qu'on voit l'école. À peu près tous vos enfants, bon, quelques-uns intègrent le secondaire, les autres sont en école primaire. On ne leur demande pas des choses qu'ils apprendront plus tard à l'université. Les intégrales, c'est pas pour maintenant. Donc, à l'école, c'est clair qu'il y a un cursus, on donne aux enfants des tâches adaptées à leur âge et petit à petit, on rajoute des éléments pour les emmener vers une complexité. Donc, il faut voir le soccer de la même façon. Il ne faut pas essayer de voir aujourd'hui, même en U9, U12, le même soccer qu'à la télé. Il y a des choses qui vont commencer à ressembler, ils vont copier, ils vont faire des choses un peu de la même façon, mais l'apprentissage, il n'est pas de la même façon, ils ne sont pas là. Et le point le plus important à travers la mise en place d'un plan à long terme et les différentes phases qu'on va mettre en place, c'est de maximiser le développement du joueur en fonction de son développement cognitif. Donc, je pense que vous savez que c'est beaucoup plus facile d'apprendre des éléments techniques à un très jeune âge plutôt qu'à un âge plus âgé. Ça serait possible. Ça prend beaucoup plus de temps. On a déjà des mauvaises habitudes qui sont dures à enlever, mais je pense que ça serait quand même possible. L'avantage des enfants, c'est qu'un enfant jeune, il est fait pour apprendre. Il apprend à bouger, il apprend à marcher, il a déjà appris des choses pour rester en vie. Et si vous lui donnez un élément nouveau comme une tablette ou un ordinateur, en très peu de temps, il va être capable de faire autant de choses, sinon plus que vous, parce que ça l'amuse et qu'il veut le faire. Donc, deux choses, le jeu, qui est l'environnement dans lequel il apprend, et deux, son cerveau d'enfant est beaucoup plus apte à apprendre de nouvelles choses très rapidement, les unes à la suite des autres. Il y a une petite pause entre deux nouveaux apprentissages, qui pour nous, adultes, est plus difficile. On a besoin d'une pause plus longue. Au niveau du cerveau, on n'est plus dans le même équilibre chimique, je vais dire. Et donc, c'est leur avantage à eux. Il faut maximiser ça. Donc, petit, des développements individuels dans un environnement de plaisir va leur permettre d'atteindre à un âge adolescent le maximum de leur capacité, et puis là, pouvoir intégrer des notions plus compliquées de tactique, d'équipe et des notions complexes. Pour les U9, U12, donc une planification technique qui, à travers les années, donne des planifications à travers les semaines. Je ne veux pas aller en détail à travers ça,
juste insister que, par exemple, les notions sont simples. On parle de courir et dribbler avec le ballon. Après, il y a d'autres objectifs, mais les éléments sont simples. La somme des aptitudes qu'on souhaite développer chez vos enfants à ces âges-là, ça ne va pas d'une très grande complexité. Mais si après vous regardez un match, même de plus grand, si tous ces petits éléments sont faits très très bien, et certains professionnels le font à la perfection, c'est là qu'on obtient un bon joueur. Donc des petits éléments précis qu'on va travailler de manière répétitive. Euh, Là, je donne l'exemple du premier cycle de 6 semaines qu'on va faire. Il se répétera plus ou moins équivalent pendant 2 autres cycles pour faire un total de 18 semaines. Mais des éléments de base du soccer qui vont être travaillés dans des environnements de plaisir, de jeu, de compétition, qui vont les aider à développer ces éléments et devenir des bons joueurs de soccer, des joueurs, des enfants actifs qui aiment le sport. Nous, on espère qu'ils aiment beaucoup le soccer, mais c'est le sport et l'activité, et des bons individus dans le groupe. Euh, donc, les activités maximum, donc au niveau des U9 jusqu'à U12. Donc, pour les U9, U10, 2 entraînements maximum si vous avez choisi le CDCB, avec un match, entraînement à 18h30. Et pour les U11, U12, 3 entraînements qui sont après les entraînements du U9, U10, donc à 19h45 si vous avez choisi le CDCC. Euh, le club a donné cette année l'opportunité de choisir les formules. Donc, si vous préfériez une fois par semaine, 2 fois ou 3 fois, CDCA, CDCB et CDCC, vos enfants sont répartis à travers ces choix, assez majoritairement vers le plus grand nombre d'activités par semaine à ces âges-là. Mais certains ont pu choisir un entraînement par semaine également. Les entraînements ont lieu sur des terrains synthétiques, mais différents. Donc, les lundis, c'est au Piane Bleu. Les mercredis, à la Cité des Jeunes. Le vendredi, c'est le 3e entraînement des CDCC. Lui, il a lieu à 18h30, parce qu'il n'y a que vous êtes les premiers, également au Chêne Bleu. Donc, CDC 9-12, les enfants participent à des matchs de ligue organisés par le Lac Saint-Louis, donc contre d'autres clubs, donc les CDC d'autres clubs de la région. Et les matchs ont lieu principalement pour les garçons le samedi matin et pour les filles le dimanche matin. C'est la règle si on a un match par semaine. Il peut arriver que des fois on ait 2 matchs le même week-end, donc là on va tomber à samedi, dimanche, mais on s'attend principalement samedi garçon, dimanche les filles. Le calendrier, là c'était les U7, U8, mais le calendrier U9, U12 va ressembler. Je vais vous l'envoyer après. Je ne vais pas détailler ce qu'il y a dessus, juste spécifier donc par exemple les 2 semaines d'arrêt au niveau de des semaines vacances de la construction, fin juillet, début août. Le CDC s'arrête, la semaine et le week-end, pas d'activité pour les vacances. Et ce que je vais insister sur le calendrier, c'est que les événements sont planifiés, les semaines sont planifiées, et des phases d'évaluation sont en fin de chaque cycle, et le plan technique s'organise à travers ce calendrier. Et donc, il vous sera envoyé pour avoir les détails. Alors là, on va tomber sur la communication. Le club, et le club n'est pas le seul, donc les clubs de soccer au Québec font face à un nouveau challenge cette année, c'est la mise en place d'une nouvelle plateforme d'enregistrement et de gestion qui s'appelle Sportal. Vous avez, oui, si vous êtes là, vous avez tous réussi à créer un compte pour vos enfants Sportal. Mais du côté gestion des clubs, ça pose énormément de problèmes. La plateforme aurait dû être prête à l'automne dernier pour pouvoir faire une session d'hiver où il y a moins d'enfants comme une session de test. Ce n'était pas le cas. Soccer Québec a décidé que ça sera la plateforme utilisée pour l'été, en espérant qu'elle soit prête. Et des bugs sont encore en train d'être enlevés et tout n'est pas fonctionnel. Pour faire l'histoire courte, pour nous, ça nous a complètement déconnecté de vous. Donc, vous vous inscriviez dans cette plateforme, vous aviez payé, vous étiez quelque part, on ne savait pas qui vous étiez et comment vous contacter. Ça a été problématique très longtemps, jusqu'à cette semaine. Donc, on a une semaine du début des activités. Là, on a pu commencer à sortir des listes de qui est inscrit dans quelle catégorie. Et donc là, j'ai pu envoyer cette invitation pour ce meeting hier. Forcément, tout est en retard. On n'a pas pu bien communiquer pendant ces quelques mois. Seul Facebook était ou les réseaux sociaux en général étaient la plateforme pour vous rejoindre. Certains coachs enregistrés, je l'ai trouvé un petit peu un par un. Ça a été très compliqué. Maintenant, face à ça, ça remarche. On va réaccélérer. On est en retard, mais on va faire le mieux qu'on peut. Suite aux autres changements, il y a aussi une autre différence, c'est qu'avant, le club utilisait Rétroaction, qui n'est plus fonctionnel depuis la fin mars. Donc, nous avions un trou pour la communication. Pour ce qui est de la communication du calendrier et des horaires de match et des événements,
le club, cette année, va utiliser une nouvelle plateforme qui s'appelle XPS, très comparable à TeamSnap, qui va nous permettre de partager vos présences en avance, d'avoir des groupes de communication et de faire cette partie communication maintenant efficace. Cela, pour vous, va ressembler au petit téléphone que j'ai mis sur le côté, donc un calendrier avec des événements qui sont marqués par les points. Sur les points, on peut voir les détails, on voit nos enfants, donc, chaque parent, même si vous avez plusieurs enfants, apparaîtront sur ce calendrier. Vous pourrez voir les activités de vos enfants, où ils sont, à quelle heure et sur quel terrain, c'est ça. Et puis, bien sûr, dire si vous êtes présent ou pas. Donc, maintenant qu'on vous a identifié, que Sportdom nous a donné des listes, nous sommes capables de vous mettre dans cette plateforme et il va falloir pouvoir s'inscrire à cette plateforme. Suite au meeting d'information, je vais envoyer des courriels d'invitation à chacun d'entre vous. Donc, quand vous avez inscrit votre enfant, vous avez donné un ou plusieurs emails. Un email associé un peu à l'enfant, puis les emails de parents. Chacun de ces courriels va recevoir une invitation, un email d'invitation de Sideline Sports. Faire attention, certains de ces courriels, des fois, finissent dans vos spams. Donc, on va les répéter, on peut voir qui ne s'est jamais connecté, on renverra les invitations. Si ça ne marche pas, qu'on se voit sur le bord du terrain, on prendra vos noms, on recommencera. On essaiera même de faire ensemble, mais attention, surveillez vos emails. Cet email va vous donner les instructions pour installer l'application qui s'appelle XPS Network, qui existe aussi sur un ordinateur, mais sur le téléphone sera plus pratique pour vous et ressemble à celle que je vous ai montrée. L'email vous donne également l'identifiant à utiliser et un lien pour initialiser votre mot de passe. Donc, vous utilisez ces informations, vous vous connectez, et là, vous verrez que vous avez accès au compte de votre enfant, et donc à ses horaires, et ainsi de suite, et pouvoir communiquer avec le groupe et l'encadrement technique. Ok, je passe vite sur ça. Nous, il y a beaucoup de tâches qui ne sont pas pendant l'entraînement. L'entraînement, c'est juste la troisième ligne. Avant, après, et au démarrage des entraînements, au niveau des éducateurs, nous avons beaucoup de choses à tenir compte. Et là, je vais vous parler des attentes. Donc, les attentes envers vos enfants après, mais d'abord, je vais vous dire qu'il y a des attentes aussi envers les éducateurs. Nous sommes là pour montrer l'exemple à vos enfants, fixer les standards de ce que l'on veut voir dans le CDC. Donc, pour nous aussi, il y a des éléments importants qui ressemblent un peu à ceux de vos enfants, mais être à leur porter une tenue officielle, respecter les philosophies. Nous avons un code d'éthique vis-à-vis des enfants, comment on veut se comporter sur le terrain, et attention à sa pédagogie qui doit être adaptée à la philosophie du club. Pour vous, les joueurs et les parents, le CDC est un cadre qui va être efficace si le cadre est bien fixé. Et le plus important, c'est d'éduquer une personne avant d'éduquer un joueur. Donc, tous ces éléments vont permettre un meilleur apprentissage, un peu comme à l'école, un meilleur environnement pour pouvoir avoir du plaisir tous ensemble et apprendre, mais avant tout d'éduquer une personne à travers ses activités. Donc, on s'attend à ce que les enfants soient présents et à l'heure de vos activités. Nous aurons des tenues officielles qui sont tenues de porter. Attention à l'équipement complet. Donc, les chaussures de soccer, nous entraînons sur des turfs. Donc, il y a des chaussures adaptées au turf qui ne sont pas les mêmes que les chaussures pour les terrains en herbe. C'est recommandé d'avoir les chaussures spécifiques. Vous ne serez pas pénalisé pour ne pas les avoir, mais si vous pouvez commencer avec des enfants qui commencent à être un peu plus grands, un peu plus costauds, 11 ou 12, des chaussures adaptées vont protéger leurs genoux et croyez-moi, ça fait une différence et ça vaut la peine. Protège tibia obligatoire. Donc, on va très très vite être très strict sur cette règle. Quelques avertissements la première semaine, mais après, on rentre à la maison si on n'a pas de protège tibia. Et la bouteille d'eau, donc ces jours-ci, un peu moins important, quoique à leur âge, ils commencent même à avoir besoin d'eau, même s'il fait froid et qu'ils font du sport. Mais très rapidement, ce sera critique et pareil, ce sera obligatoire. Et la bouteille est identifiée. Beaucoup de bouteilles vont être identiques, donc il ne faut pas le nom, l'adresse au complet, mais un signe distinctif pour être sûr de quelle bouteille est à qui sera très utile. Alors, on s'attend de votre part que vous nous préveniez, moi, les responsables ou en utilisant XPS, de vos retards et de vos absences. Les présences, être à l'heure, va permettre de donner des séances de qualité. Donc, votre collaboration est très importante, pas que pour les matchs, pour les entraînements aussi. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Ça va être un critère important pour nous et pour vos enfants. On met à jour ces disponibilités sur XPS. Donc, je vais expliquer après pourquoi c'est super important pour nous d'avoir les joueurs disponibles et de pouvoir faire des groupes et des sessions de la meilleure qualité en fonction de votre collaboration. Donc, l'attitude et le comportement.
donc ce sont des jeunes enfants, il y aura des écarts. Notre encadrement va faire la promotion de bonnes attitudes et les encadrer de cette façon, mais donc ça sera aussi surveillé et en cas de problème ou d'échec, certains enfants pourront être des fois exclus de manière très temporaire si c'est pas grave, si c'est répétitif, donc on devra adresser le problème et avoir une conversation avec vous. Et bien sûr, respecter la philosophie du club qu'on veut mettre en place et permettre à tout le monde d'en bénéficier. Alors, les règles et les conséquences, je vais vous envoyer un document qui détaille les éléments que je viens de citer. Le fait que l'on doit porter son uniforme aux entraînements, au match. Au match, ça paraît évident, mais aux entraînements aussi. On fait partie d'un CDC, il y a un encadrement, c'est quand même assez strict. Et le but est que les enfants, à travers l'encadrement, comprennent le sentiment d'appartenance, arrivent préparés aux entraînements, c'est pas juste j'attrape un chandail et j'y vais. On n'est pas le FC Barcelone, on est le FC Trois Lacs, donc on va porter les bonnes couleurs, les bonnes chaussettes, protège tibia, chaussures obligatoires. En cas de match, bien sûr, l'équipement complet. Euh, on va être tolérant, on va expliquer, mais rapidement, il y aura des conséquences si on n'arrive pas à venir avec le bon chandail à chaque fois, c'est qu'on ne veut pas collaborer, donc on pourra être exclu des séances. Bien sûr, s'il pleut, s'il fait froid, il y a de la neige, on est très très souple, et là, on portera des éléments supplémentaires, et on oublie un petit peu notre uniforme qui est pour tout le monde. Les présences à l'heure, donc je vais détailler le déroulement d'une séance. Il y a beaucoup d'enfants, ça va vite, ça va être efficace si tout le monde est dans le bon rythme. Arriver en retard va être un problème. Donc, ça peut arriver. Dans ce cas-là, on communique. On ne veut pas que ça se répète. On pourrait avoir des solutions pour pas que ça arrive. Mais sachez qu'un enfant qui arrive en retard ne pourra peut-être pas participer au premier atelier. S'il arrive trop tard dans la séance, il ne pourra pas participer à la séance. Même chose pour les matchs. Donc, si on aura une heure de rendez-vous, si l'enfant arrive en retard et arrive pendant l'échauffement, il ne sera pas sur la première ligne du match. Ce n'est pas une grosse pénalité, mais quand même, c'est pour faire partie de la première ligne de débutant, il va falloir être présent à l'heure. Si on arrive pendant la première mi-temps, donc on est vraiment très en retard, on ne joue pas pendant la première mi-temps. Si on arrive alors que la deuxième mi-temps est commencée, là c'est une règle en fait de soccer au niveau de l'arbitre, il ne pourra pas participer au match. Donc attention, euh, les présences avant les matchs sont structurées. Il y a une procédure pour les préparer, que ce soit physiquement, mentalement. On fait ça d'une certaine façon. On a besoin de votre arrivée à l'heure, des enfants soient présents à l'heure, prêts à jouer, habillés aux heures qui sont définies pour les matchs. Donc les mauvaises attitudes, on s'attend à des accidents, ça peut arriver. Donc que ce soit vis-à-vis de leurs coéquipiers, du staff, du matériel, donc tout arrive. On leur fera comprendre que c'est pas acceptable, on les fera s'asseoir, retirer un certain temps de l'atelier. Si jamais c'est un comportement répétitif, il pourra être retiré de la séance. On vous expliquerait c'est quoi le problème et voir comment on peut le résoudre. Bien sûr, en cas de mauvais comportement dans le match, l'enfant va être exclu du match. Les disponibilités. Alors, comme je l'ai dit, ça va être très important qu'on ait vos disponibilités à l'avance pour pouvoir gérer les matchs et les entraînements de qualité. Maintenant, on est en train de mettre une nouvelle plateforme en place. J'ai même mis 2 items, Sportdoll et XPS, parce qu'il y avait comme un doute. Là, on va parler que du XPS. Le temps de la mise en place, que tout le monde se mette à jour, que ça fonctionne chez tout le monde. Vous allez voir, on va encore beaucoup utiliser l'email parce qu'on sait que ce n'est pas encore complètement fonctionnel. Une fois que c'est fonctionnel, on a besoin d'avoir vos présences à l'entraînement 48 heures à l'avance. Une fois que c'est fait, nous pouvons préparer les groupes d'entraînement, nous pouvons préparer les sessions, mais nous avons besoin de ce temps pour pouvoir préparer comme il faut. Et il va être possible que des fois, vous ne soyez pas sûr, ça dépend de quelque chose, on le note, vous le dites, on vous compte comme incertain et on arrive à gérer. Mais on a besoin de savoir. Pour les matchs, encore plus, nous aurons des équipes qui auront joué des matchs sur d'autres terrains, d'autres clubs. Important de savoir qui est là, qui n'est pas là, pour pouvoir donner la chance à tout le monde de jouer, d'appeler un autre joueur, de ne pas finir avec une équipe où on est juste que 8 pour jouer un match, et pénaliser tout le monde. Donc là, on va le savoir à l'avance pour prévision pour le week-end, pour pouvoir planifier le match. Puis tout ce que j'ai dit ici, à peu près, peut être résolu par une bonne communication. Donc, il n'y aurait pas un problème, parlez-nous-en, envoyez un message, email, message sur XPS, qu'on soit au courant. Puis souvent, ça justifie ce qu'on voit sur le terrain. Et puis donc, on peut régler les cas comme ça avec une bonne communication. Ce que vous allez voir sur les terrains maintenant, donc, nous utilisons des terrains synthétiques pour pouvoir avoir une organisation efficace avec beaucoup d'enfants en même temps sur le terrain.
Le schéma que vous voyez sur la gauche, que j'ai mis comme partie pour les filles, serait la même sur le côté droit, donc tout le terrain est utilisé. Et on peut identifier 4 stations, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 en bas et 4 en haut, qui est la station de match, et une zone indiquée warm-up sur le côté à gauche. Important, l'entrée-sortie du terrain. Les parents arrivent, sont à l'extérieur du terrain. Les enfants et seuls les enfants entreront sur le terrain au moment opportun. Je vais les décrire juste après. Et pourront aller dans la zone de warm-up, poser leurs bouteilles et commencer leurs activités. Vous noterez aussi sur le côté des terrains, ce qui est en pointillé rouge, des zones de coordination où les enfants font des petites activités entre les stations. Et ces stations seront effectuées une par une, donc 4 groupes sur le terrain divisés sur ces 4 stations. Et les enfants vont faire une rotation à travers ces stations pour faire toutes les activités avec différents éducateurs pendant la session. Le déroulement de la session. Donc, quand on arrive, on attend à l'extérieur du terrain. Les enfants ne peuvent pas arriver pendant qu'on prépare le terrain, on ne va pas sur le but et on tire, on attend que ce soit prêt. On attend à l'extérieur jusqu'à temps qu'une grosse partie du terrain soit mise en place et surtout que la zone d'échauffement prévue ici soit prête et qu'un éducateur y soit assigné. À ce moment-là, vos enfants à la porte sont identifiés, sur les listes qui est présent, qui n'est pas présent, peuvent rentrer avec leur bouteille, aller s'installer là-bas et commencer une activité d'accueil qui peut être très relax. Ils peuvent parler avec leurs amis, c'est très libre. Par contre, ils ne peuvent pas tirer dans tous les sens, ils ne peuvent pas faire d'activités dangereuses. Donc c'est pour ça qu'il y a une supervision, mais pas forcément une activité dès le début. Plus proche de la fin de la session, quand beaucoup d'enfants sont là, ça peut devenir un moment d'échauffement, ball mastery, on fait des choses avec le ballon, on apprend un peu à dribbler, ce genre de choses. Mais l'important, que ça commence quand il y a un éducateur qui est prêt. Nous, on s'occupe des éducateurs, on prépare la session, et au moment où le début de la session, on fait un appel au niveau des enfants, et on les envoie à la première station où ils vont commencer leurs activités. Donc, nous savions qui serait présent, nous avons pu regrouper les enfants. Quand ils rentrent au niveau de l'entrée, qu'ils sont accueillis par quelqu'un qui est là, quelqu'un du staff qui est là, on leur donne leur groupe avec lequel, et la station à laquelle ils vont commencer l'activité. Au début, surtout une 9 U10, on va comme faire un appel un peu comme à l'école, un par un. Très rapidement, ils vont savoir, je commence en station 2. Dès qu'on a fini le warm-up, ils prennent leur ballon, leur bouteille, ils vont à la bonne station et ça va faire un démarrage très rapide des activités. Vous verrez beaucoup de monde sur le terrain. Le but, c'est qu'il y ait beaucoup d'activités, que les enfants touchent beaucoup au ballon. Donc, le challenge pour nous, dans cette organisation, et les coachs à travers leur station, c'est d'avoir les pauses les plus courtes possibles. Là, j'ai noté lors des rotations, mais aussi lors des interventions et par rapport au coaching. Donc, il faut que les enfants touchent beaucoup le ballon. Donc, ce n'est pas un éducateur qui parle, qui leur apprend beaucoup, c'est un enfant qui joue. Donc, vous verrez, ça bouge beaucoup. Mais une fois que c'est bien organisé, ça bouge bien et les enfants ont beaucoup de temps de jeu et ça maximise ce qu'on peut faire avec tous ces enfants sur le terrain. Et en fin de session, on va regrouper les enfants, leur faire un petit débriefing et ils viennent avec un éducateur jusqu'au retour à l'entrée-sortie du terrain. Et là, ils vous retrouvent et ils partent avec vous. 9-10, pratiquement tout le temps, 11-12, quelques exceptions. Normalement, un enfant part avec un parent. Si jamais l'enfant habite très près, si jamais il y a des cas un peu différents, on va avoir besoin de le savoir. On ne peut pas vraiment laisser un enfant partir tout seul sur le parking en disant oui, moi j'ai le droit de partir. Encore une fois, une bonne communication pour savoir comment vous gérez vos enfants, mais normalement, on vous retrouve de l'autre côté de la porte. Un enfant reconnaît son parent et à ce moment-là, il peut partir. Les groupes d'entraînement. Donc, le schéma que j'avais spécifié mettait les garçons, les filles, chacun de leur côté. Deux groupes d'âge regroupés ensemble. Donc, les U9, U10 s'entraînent ensemble. Les garçons vont au moins faire le warm-up d'un côté, les filles de l'autre. Fonction du nombre, encore une fois, si on a su le nombre exact d'enfants présents à la session, on peut savoir que les filles vont n'utiliser que 3 stations et que les garçons, plus nombreux ce jour-là, débordent, vont utiliser un 5e groupe, va utiliser une station du côté des filles. Donc, tout ça pour dire que le nombre exact d'enfants nous permet de gérer tout ça comme il faut. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir qui est là, qui n'est pas là, et fait qu'on n'est pas condamné à avoir des groupes trop gros du côté des garçons avec un espace vide du côté des filles. C'est l'exemple que je pense, c'est souvent le cas qu'on a, puis j'ai vu les chiffres, ça donne ça aussi ici. À ce moment-là, les garçons vont avec souvent des éducateurs de garçons aussi, du côté des filles, font leur station ensemble, tournent avec les filles, mais donc restent ensemble aussi à faire les mêmes activités que du côté des garçons, sauf qu'ils sont de l'autre côté du terrain.
Si c'est une situation qui se répète, on fait une rotation du groupe qui va faire l'activité de l'autre côté pour qu'ils voient des éducateurs différents. Il y a un maximum de joueurs par groupe qui nous donne le nombre de groupes par terrain. Les groupes, on a un groupe, mais chaque station est divisée en deux. Donc, les activités de type technique, les situations de jeu se font par demi-groupe. Donc, un éducateur avec un demi-groupe fait sa station, l'autre station, donc 1 B fait la même chose. Ensuite, ils vont à la 2, à la 3, et ils se retrouvent pour la station de match, où là, les deux groupes se remettent ensemble. Il y a un certain mélange qui s'effectue et peuvent faire un match dans une situation qui peut être à 7 contre 7. Donc, ça, c'est pour la taille des groupes. Et bien sûr, ça, donc, si les groupes, pour les U9, U11, ils seront faits à l'avance, envoyés aux éducateurs. On sait qui on attend à la porte, on sait qui on attend à notre première session, et c'est ça qui nous permet de faire avancer les activités très rapidement et pas perdre de temps en début de session. Donc, c'est la clé d'une réussite d'un CDC avec beaucoup d'enfants. Les groupes. Donc, les groupes peuvent être faits de plusieurs façons. Pour les U7, U8, au début, on ne connaît rien, on va les faire au hasard. On a besoin de groupes de 7 enfants, on prend des groupes de 7 enfants, on part. C'est loin d'être idéal, mais quand on ne peut pas faire autre chose, c'est ça. Là, si on connaît les joueurs qui viennent, on est capable de choisir comment on les mélange. On peut les mélanger de plusieurs façons, et chacune des façons a des avantages, et on va pouvoir utiliser ces différentes façons en fonction du nombre d'enfants et des éducateurs qui sont présents. Il y a une façon qu'on appelle balancer, qui est on prend tout le groupe et on mélange les meilleurs et les moins bons ensemble, on fait que des groupes égaux. Tout en bas, la distribution égale, c'est quand on prend les enfants de même niveau et qu'on les garde ensemble. Les deux ont des avantages. Mélanger tout le monde, il y a plus d'émulation, ça crée une bonne identité en club, les joueurs les plus faibles progressent beaucoup, copient les plus forts, mais des fois, le plus fort qui joue contre un faible, c'est un peu trop simple et on n'obtient pas son meilleur. Les meilleurs ensemble, ils jouent au meilleur niveau possible, mais ils sont tout le temps entre eux, puis les autres, ils ne les voient pas. Il y a une structure intermédiaire qu'on appelle un mélange juste, où on prend comme la première partie du groupe et on les mélange. On prend la deuxième partie du groupe et on les mélange. Donc, on n'a plus le meilleur avec le moins bon, mais on a un paquet de bons ensemble et un paquet des autres joueurs ensemble, tous à un niveau adapté à leurs possibilités au jour J. Donc, un peu les deux avantages, mais fonction de la réalité du nombre de présences des CDA, CDCA, CDCB, on va s'ajuster. Mais sachez que ces mélanges sont prévus à l'avance, sont changés, ne sont pas tous les mêmes à toutes les pratiques, mais on a besoin de savoir qui vient quand pour pouvoir faire des choses de qualité. Qui disait mélange et classification dit qu'il y a effectivement une évaluation des joueurs. Donc, les 2 premières semaines du CDC vont être une observation. Donc, je vais vous montrer les critères d'évaluation après. Quand on commence les activités, certains critères ne sont pas applicables. Donc, ça va être plus ce qu'on voit sur le terrain qui va nous guider pendant ces 2 premières semaines. Certains enfants sont connus parce qu'ils étaient l'année dernière, ils étaient là l'hiver, donc on commence avec un pré-classement, mais sur le terrain, on observe et on va créer comme un classement des enfants. On va sûrement se tromper, on ne va pas aller voir beaucoup. Si on a fait une erreur lors de du premier cycle, on vous avisera et puis on fera les changements qui s'imposent. À la fin des cycles, donc pour vous, c'est 6 semaines, une autre évaluation a lieu. On réévalue les enfants, on fait une évaluation en fait assez formelle, on vous donne un feedback et des mouvements vont avoir lieu dans les classifications. Certains ont progressé, d'autres ont stagné, ainsi de suite. Et certains joueurs vont pouvoir changer de groupe. Important, c'est par rapport à votre inscription, vous êtes tous dans votre groupe d'âge. Si on observe certains enfants qui ont un niveau exceptionnel pour ce groupe d'âge, ils peuvent être surclassés. Et par exemple, un U10 c'est vraiment très très fort, pour lui c'est trop facile en U10, bon, on pourrait voir s'il doit plutôt aller s'entraîner avec les U11. Ça va être évalué sur le terrain, et ce qu'on va voir va nous guider dans les choix et les discussions qu'on va avoir avec vous. Donc, les évaluations. Alors, ce qui est important au niveau des évaluations, c'est voir les critères qu'on utilise. Et si on les prend, c'est pas dans l'ordre, c'est le dernier, je vais insister pourquoi il est en bas. L'engagement, le comportement, l'attitude et le niveau d'habilité, il est en dernier. Donc, j'ai cité tout à l'heure qu'on éduque des enfants ou des êtres humains avant d'éduquer des joueurs. Donc, toutes ces notions, qui sont celles qui étaient aussi mises en avant dans les attentes que l'on avait au niveau des enfants sont celles qui vont nous permettre d'avoir un CDC de qualité, mais aussi de développer des enfants qui vont être efficaces en groupe et de belles personnes. Donc, la présence, la ponctualité, venir avec sa tenue d'entraînement fait partie de l'évaluation. Le respect et la discipline pendant les activités, le niveau d'effort et la concentration,
Déjà arrivé là, si tout ça est respecté, pour votre enfant, c'est le meilleur environnement pour réussir à progresser. Donc d'abord, c'est dans son intérêt à lui, 2, c'est dans l'intérêt du groupe, et 3, ça va faire des sessions de qualité. Ça va mener à un niveau d'habilité, donc sa performance et sa capacité d'apprentissage. Donc c'est pas juste l'enfant qui dribble mieux qui sera forcément au haut du classement parce qu'il fait ça bien. Si tout le reste est mauvais, il va être pénalisé par ces éléments. Cette observation est faite uniquement sur le terrain, avec les enfants présents avec nous, et vis-à-vis de ce que l'on voit lors des entraînements, vous, les parents éducateurs également, et pendant les matchs, on fait un agrégat de toutes ces informations, et ça fait les changements au classement, qui permet à tous les enfants d'évoluer dans cette hiérarchie, d'aller jouer des matchs avec des équipes différentes en fonction de leur évolution, et de leur vitesse de développement. Et des fois, il y a vraiment des joueurs qui se développent très très vite au cours d'une saison. On n'est pas bloqué dans une équipe, on ne va pas rester dans ce groupe-là parce que j'étais là au début. Ça va évoluer en récompensant l'évolution positive des enfants au fur et à mesure de la saison. Je vais passer vite sur tout ce qui est méthodologie, philosophie, coaching, plus sur les méthodes, insister. Donc le jeu, les enfants apprennent en jouant, pas en écoutant un coach. C'est quelque chose de difficile, même pour nous. On veut partager beaucoup, on a beaucoup de choses à dire, mais la clé, c'est le nombre et la durée des interventions. Le plan, la disposition des éléments pendant les exercices sont faits de façon à ce que les enfants puissent aller chercher les éléments et progresser à travers les éléments qu'on cherche à développer dans la session. Donc la répétition, l'exercice, la recherche du but de l'activité va les faire apprendre, pas forcément parce qu'ils nous écoutent. Il y a des corrections, mais après, donc, on voit avec les coachs pour faire attention à comment on les corrige, quand est-ce qu'on les corrige, pour ne pas arrêter le jeu, laisser faire beaucoup d'essais, et à travers les essais, en encourageant les erreurs, les enfants vont apprendre et se développer. La partie match. Donc, pour les entraînements, deux groupes d'âge ensemble, ils sont mélangés. Des U9, U10 vont faire leur entraînement ensemble parce que notre mélange et le classement avait donné ce groupe-là. Arrivé en match, on retombe avec des classes d'âge séparées, de U9 jusqu'à U12. Le classement des enfants va donner des groupes de match, fonction du nombre d'enfants dans votre groupe. Il faut en avoir 2, il faut en avoir 5, ça dépend du nombre d'inscriptions et, voilà, et puis donc du classement. Chacun, quand on joue nos matchs, donc, arrive en avance à une heure prédéfinie, comme j'avais dit dans les règles et conséquences. Attention à votre heure d'arrivée, c'est important, adapté à leur âge, pour avoir le temps de les préparer à faire un match de qualité, euh, pour, euh, pour être prêt mentalement et physiquement, et aussi tactiquement pour les plus vieux, à jouer leur match. Donc 30 minutes pour les U9 U10 et 40 pour les 11 U12. Le temps de jeu jusqu'en U9 U10 est distribué également à tous les joueurs. Donc je suis dans cette équipe-là, je joue autant que tous les autres joueurs. S'il n'y a pas un problème majeur, des fois de comportement ou d'attitude qui peut arriver avec certains enfants, en général, c'est facile à respecter. Donc les rotations pendant le match vont être naturelles. Si on a la chance, on va essayer de jouer des matchs de 7 contre 7 avec 10 joueurs. Donc vous en avez 7 sur le terrain, un gardien, 6 joueurs, j'en ai 3 sur le banc. Au bout de 5 minutes, les 3 sur le banc, ils rentrent, 3 qui sortent. 5 minutes après, les 3 ils rentrent, les 3 autres ils sortent. Et on roule comme ça. Pour les 11 U12, à la discrétion du coach, on peut commencer à donner un chiffre de plus à des joueurs plus méritants, encore une fois en fonction de tous nos critères. C'est pas forcément le meilleur qui va jouer plus, mais il y a des jours où il y a un enfant, il est vraiment dedans, il fait tout très très bien. C'est notre exemple, il peut avoir un petit peu plus, mais on reste très très proche d'un 50-50. Dans tous les CDC, les gardiens de but sont en rotation. Idéalement, c'est un demi-match pour chaque gardien. On essaye de mettre tous les enfants dans les buts, mais on ne force pas un enfant qui ne veut absolument pas y aller non plus. Après, quand l'enfant est gardien, il veut jouer gardien, on va essayer de lui faire faire un seul demi-match, pas forcément une mi-temps, et le changer. Des fois, il y a des enfants qui veulent vraiment pas changer parce que c'est aujourd'hui c'est en match et tout. Ok, on va les laisser aussi, mais on va chercher cette rotation pour ne pas bloquer un enfant dans le but et leur permettre d'expérimenter à différentes positions, et aussi développer nos gardiens comme joueurs, ce qui peut être important plus tard. Les joueurs de champ, quand on va faire nos rotations, on essaiera de les faire jouer à 2 positions minimum par match. Ça ne veut pas dire toutes les positions de l'équipe, parce que ça peut être vraiment trop, mais ne pas les mettre non plus tout le temps au même endroit sur le terrain. On ne veut pas qu'ils deviennent spécialistes défense centrale, il y a autre chose à apprendre. Même si on le met devant, qu'il revient tout le temps derrière, bon, on a compris qu'il a comme un mindset plus défensif. Mais il y a plusieurs positions défensives sur le terrain, et il devra bouger à travers ces positions pendant le match.
L'approche des matchs, alors là, c'est le plus important parce que la philosophie de nos entraînements, on la contrôle plus. Mais les matchs, c'est pareil. La philosophie du CDC, c'est de donner un environnement de plaisir et d'apprentissage aux enfants, que ce soit un entraînement, une station ou un match. Un match, c'est juste un autre environnement avec des joueurs qui ont un autre chandail où on va travailler le thème de la semaine. Donc, si le thème de la semaine, c'est passer, recevoir le ballon, puis qu'on va faire X passes dans certaines situations ou autres, on va peut-être leur demander de courir moins que le ballon que d'habitude. Différents éléments sur lesquels on travaille et on essaie d'obtenir un progrès sur cet élément précis que nous travaillons. Le but à travers ça n'est pas de tout faire pour gagner un match. Le but est de tout faire pour que leur match leur permette d'apprendre. Et il y aura des choix différents, que ce soit au niveau de la rotation, de ce qu'on leur demande. On ne va pas faire certaines modifications, en disant ah, ça serait mieux de gagner si on fait ça. Non, on va toujours penser à les faire apprendre ce qu'on est là pour apprendre. Si on fait tout ça bien, tout est réussi, ça va mener vers le succès de manière naturelle, mais le succès n'est pas la recherche première, c'est l'apprentissage. Alors, un élément que je mets sur les formations pour les coachs, mais aussi pour les parents, c'est nous ne sommes pas là pour diriger les enfants sur le terrain. Donc, l'enfant a le ballon, passe, 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 kick, donne à Jean-Claude, c'est très, très contre-productif. Au niveau du coach, on va travailler vite à supprimer ça et à avoir des coachs qui vont donner des instructions aux enfants qui vont être avec une approche pour les guider vers une solution. Donc, je ne veux pas lui dire passe la balle ou cours avec. C'est regarde où est l'espace libre. Est-ce que tu vois tes partenaires libres? Avec ce genre de questions, on veut que l'enfant cherche. S'il voit le joueur libre et qu'il est bloqué, naturellement, il va faire la passe. Même chose d'un enfant qui a le ballon, qui va pouvoir créer, l'espace est libre et il voit le but devant lui, il va courir, il va aller tirer. Ils n'ont pas besoin de direction. Pour les coachs, c'est très contre-productif. Pour les parents aussi, on veut des encouragements généraux, encourager l'effort, encourager l'attitude positive, mais pas qui, passe, passe, passe. C'est peut-être pas ça qu'on leur demande aujourd'hui. Et même si ça serait ça, on ne veut pas leur donner l'action, on veut les laisser trouver la solution au problème, qui est garder le ballon dans l'équipe, réussir à courir avec sans le perdre, et ainsi de suite. Et l'autre point important, c'est si on veut qu'ils apprennent, il faut qu'ils fassent des erreurs. Donc, on va encourager ces erreurs, ils vont répéter les erreurs, après, on va essayer de les guider pour que ces erreurs répétées les guident vers une solution et trouver une façon qui va les amener à un succès. Mais l'erreur fait partie de l'apprentissage, il faut les encourager. Et d'abord nous, pour qu'ils réessayent, et surtout pas les décourager de garder le ballon, de ne plus avoir envie de courir avec, de rester défenseur tout le temps parce que j'aime pas ça. Puis dès que j'ai le ballon, je m'en débarrasse et puis on n'apprend plus rien. Donc on fera bien attention à ça. La communication, alors on part de loin cette année. On va essayer de rattraper le plus vite possible. Donc, XPS, dès que ça va être fonctionnel, que vous avez reçu les invitations, acceptées et que vous êtes dans le système, en attendant, comme pour cette invitation aujourd'hui, on va utiliser encore le courriel de manière extensive. Donc, je vous ai remis mon courriel si vous avez des questions ou des remarques. Donc, soccerdebase@fc3lac.com. On reçoit beaucoup de communications. Par exemple, suite à l'invitation à ce meeting, j'ai reçu beaucoup de questions. Je m'en excuse, je n'ai pas répondu à beaucoup. Il y en a trop. Et j'ai essayé de mettre le maximum de réponses dans cette présentation. Mais des éléments particuliers, on peut les discuter. Laissez-nous le temps d'avoir le temps de processer nos messages. Et puis, on viendra vers vous si c'est un élément qu'on a besoin de discuter. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est vraiment rechercher à communiquer avec les ressources la plus proche du terrain. J'ai oublié un petit élément ici, là. Si je reviens sur le schéma du terrain, la personne, on essaye d'avoir une personne gérante, entre guillemets, pour chaque groupe d'âge. Donc, un gérant U9 pour les filles et U10, U9, U10 pour les garçons, comme un point d'entrée de communication du club vers vous, les parents, quand il y aura des événements, des choses à partager. La même chose, cette personne qui pourrait donc être à l'entrée en charge des prises des présences et autres, est certainement apte à répondre à beaucoup de questions. Pas toutes, certaines, mais donc n'oubliez pas cette personne. Ensuite, dirigez vos questions vers la personne la plus proche de vous sur le terrain. Donc, s'il s'est passé une situation avec un parent éducateur ou un moniteur, donc plus des parents éducateurs dans votre cas, en match ou en entraînement, voir si cette personne ne veut pas déjà répondre à votre question. Souvent, ça va être le cas. Ensuite, il y a les responsables CDC qui seront des responsables de plateau sur le terrain. Sonia et Hamid, dans le cas des U9, U12. Si la première personne n'a pas pu répondre à votre question, vous pouvez les contacter. Ensuite, moi, je suis présent. Et puis, notre directeur technique. Mais la plupart des situations sont explicables par la personne qui était présente.
et seulement si elle ne peut pas répondre ou que la réponse n'est pas acceptable. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer à faire remonter vos questions. Les premières sessions, alors bien sûr, en fonction de la météo, nous sommes au mois de mai. S'il fait 5 et qu'il pleut, je ne pense pas que vous seriez nombreux à amener vos enfants, et je ne pense pas que ça fasse du sens non plus de les exposer à de la pluie quand il fait trop froid à ce moment de l'année. Donc la première session sera en fonction de ce que la météo va donner. Par contre, un joueur de foot joue quand il pleut. Donc au mois de juillet, ça va être différent. La pluie, en règle générale, ne nous arrêtera pas. Une tempête, style orage, oui. Donc, si jamais les orages sont prévisibles, importants, on pourrait idéalement annuler une session dans l'après-midi, dire qu'il n'y en a pas. Si c'est plus proche de la session, on peut être apporté à le faire à la dernière minute. D'expérience, on ne va pas attendre avec une possibilité d'orage qui passe très près et puis voir si ça marche quand même, on commence, puis on sort du terrain pendant que la tempête commence. J'ai déjà vécu ça avec une sortie de terrain qui était très proche d'être trop tard. Il vaut mieux être un peu trop sécuritaire. Des fois, on va annuler, la cellule disparaît, l'orage n'a pas lieu. Vous pourrez vous dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué? Mais c'est parce qu'il vaut mieux être un peu plus sécuritaire que pas assez. On revient la semaine prochaine. On va dire qu'il fait beau. Lundi, on est sur le terrain. Les entraînements du lundi sont aux chaînes bleues. Donc, les U9, U10, on commence à 18h30. Les 11, U12, 19h45. Et c'est notre première session de l'année où on lance tout ça. Pour conclure, je vais vous dire en français la petite citation qui est ici. C'est vraiment important, c'est de comprendre que l'environnement de la jeune enfance des enfants, c'est leur moment privilégié à eux. Il ne nous appartient pas à nous, adultes. On a déjà été petits, maintenant c'est leur tour. Quand on organise des activités en général, mais comme ici, des activités de soccer, les enfants, c'est pas eux qui viennent dans notre monde et on les met dans un monde de soccer d'adultes. C'est à nous d'entrer dans leur monde d'enfants et leur donner un environnement qui va leur permettre d'aimer le sport, d'aimer le soccer, d'aimer le groupe et de prendre du plaisir dans leur activité à travers ce qu'on leur offre, donc du jeu, un environnement positif, le droit de faire des erreurs, de répéter ce qu'ils vont devoir faire beaucoup et ensuite de progresser, ce qu'ils sont aptes à faire, ce qu'ils sont faits pour faire, apprendre des choses. S'ils ont du plaisir, les enfants apprennent sans s'en rendre compte et c'est l'environnement qu'on va essayer de créer pour vos enfants. Voilà, ça va être la fin de la présentation formelle. Je vais pouvoir regarder les questions dans le chat. Je pense que je vais partir de la fin et remonter. Pour donc les équipes de match, donc j'avais abordé le point pendant la présentation, c'est vos enfants sont évalués sur le terrain. Donc au tout début du CDC, assez rapidement pendant 2 semaines, au bout de 6 semaines, à la fin du cycle, en utilisant tous les critères que je vous ai détaillés pendant la présentation. Vos enfants vont être donc classés dans cette liste et il y aura donc un groupe 1 qui sera formé en haut de la liste, un groupe 2, un groupe 3 et ainsi de suite en fonction du nombre d'enfants présents dans le groupe et de sa place dans dans le classement. Voilà. Donc, et après, ce qui est important, c'est que les enfants sont dans une certaine équipe. Ça n'impacte pas comment ils s'entraînent, car les entraînements sont faits avec 2 groupes d'âge ensemble, on les mélange et ils s'entraînent dans un groupe adapté à leur niveau. Mais pour les matchs, on retombe dans nos équipes avec les coachs de cette équipe, sachant que les mouvements seront à chaque réévaluation. Et aussi certains week-ends où une équipe, il manque un joueur, l'autre joueur va jouer avec lui. Donc, il y aura des mouvements à travers les groupes, fonction des disponibilités également. Le classement sera imparfait, hein. Je ne sais pas si tu vas avoir beaucoup de questions sur ça, mais c'est une certaine partie, c'est de faire aussi pour les enfants. On fait le mieux qu'on peut, on essaye, mais entre 12 et 13, c'est quoi qui fait 12? Je crois que je suis 13. Bah, des fois, ça va être difficile. Maintenant, pour les entraînements, ils sont plus mélangés que pour les matchs. Et puis, si les enfants sont très très proches, le jour où il en manque un, c'est cette personne qui va monter dans l'autre groupe, donc sera exposée à ce niveau-là. Après, n'oubliez pas, euh, l'idée, c'est toujours de mettre votre enfant dans le niveau le plus opportun pour son apprentissage. Donc, certains enfants, euh, à un certain moment, font des choses bien, on les classe dans une équipe, et puis en match, ça va pas. Ça va trop vite, ils n'arrivent pas à bien développer les notions qu'on travaille, ils progressent pas aussi bien que le groupe. Donc, pour eux, alors on va pas les changer parce qu'ils ont un mauvais match, ça n'existe pas ça. Mais à la prochaine évaluation, ils pourraient être évalués un petit peu moins bien et passer dans l'autre groupe. À ce moment-là, on parle, on explique l'évaluation et puis on dit sur quoi il faut travailler. Dans cet autre groupe,
s'il avait un niveau proche du groupe supérieur, il va pouvoir se développer plus, réaccélérer son développement, voir les points qu'il devait travailler, les progresser, et la prochaine évaluation, il repasse dans le groupe 1 et il décolle. J'en ai vu beaucoup des comme ça. Donc, c'est vraiment penser que le but, c'est le développement de l'enfant d'abord, et tous les enfants, quel que soit leur groupe, à l'entraînement et en match, vont avoir le même type d'encadrement. Ce ne sera pas tout le temps les mêmes éducateurs en match, parce qu'ils vont avec un éducateur précis, mais les méthodes que j'ai détaillées, le code éthique qu'on doit respecter, puis l'environnement qu'on veut créer, va être le même. Donc, le but, c'est de développer au maximum vos enfants et de proposer le plus bel environnement d'apprentissage à chacun d'entre eux. Euh, donc oui, après, il y a les matchs, les groupes vont dans des divisions contre d'autres clubs qui ont fait la même chose. Mais j'aime pas beaucoup le match et gagner quelle division. Le but, c'est développer des compétences et être dans l'environnement adapté à mes capacités. Et voilà, proposer ça à tous les enfants. Oui, donc l'uniforme, oui, j'ai pas parlé des uniformes. Donc, chaussures, protège tibia et la bouteille d'eau sont obligatoires. S'il fait froid, d'autres équipements pour que vos enfants n'attrapent pas froid. Mais la partie uniforme, short, chaussettes est fournie par le club. Euh, je crois lundi prochain. Mais vous aurez d'autres communications à cet effet. Donc, les matchs est déjà. Donc, c'est ça, hein, important que tout est ouvert, ok? Les enfants sont exposés aux mêmes exercices, à tous les coachs qui encadreront les pratiques, et donc, en fonction des présences et des mélanges, vont s'entraîner avec des enfants un petit peu différents, faire tous ces exercices. Et pour les équipes de match, ce classement changeant, donc c'est pas juste au milieu de la saison, c'est 3 fois par saison. À ce moment-là, pourront être évalués et changer d'équipe et aller jouer leur match avec cette autre équipe. Tout ça, ça va dépendre de ce qu'on va sur le terrain, donc il n'y a aucune prévision. D'habitude, il y a quelques mouvements par évaluation, mais ça dépend de comment ça va se passer. Le nombre d'équipes est oui, formé en fonction du nombre d'inscrits. La Ligue limite le nombre d'enfants qui peuvent jouer un match à 9 contre 9, donc les U11, U12, mais ça, c'est une règle qui fait du sens. Le chiffre qu'ils ont mis à dépasser ne faisait pas de sens. Certains clubs emmenaient des équipes de presque 20 joueurs pour jouer un match 7 contre 7. On essaiera d'avoir des chiffres beaucoup plus bas que ça pour que les enfants, encore une fois, ils vont apprendre s'ils jouent. On ne veut pas avoir 20 joueurs, 7 qui sont super bons, qui jouent presque tout le match, et les 13 autres qui jouent presque pas. Il y a des clubs qui font ça, ils vont gagner beaucoup de matchs, ben, nous on ne fera pas ça. Nous, on va développer tous vos enfants, ils vont avoir un temps de jeu presque égal, et le but, c'est de leur permettre à tous de se développer, et dans quelques années, ils seront tous meilleurs. Et puis là, on verra ce qui se passera. Mais en attendant, on ne recherche pas la victoire au CDC en empilant des bons joueurs ou en ne faisant pas jouer les autres. Les matchs devraient commencer à la fin du mois. C'est le Lac Saint-Louis qui va nous donner les horaires. Souvent, on attend que les terrains en herbe soient disponibles. Donc là, on parle de fin mai. Euh, la toute fin de mai ou des fois la dernière semaine. Un important. Pour les U9, il y a un festival organisé donc la semaine avant que les matchs puissent commencer. C'est à Pointe-Claire sur les terrains synthétiques. Donc le 20 et 21 mai, je vérifie. Euh, oui, c'est 20 et 21. Les U9 ont comme un festival de pré-saison. Donc les équipes seront formées avec le petit bout de classement qu'on a fait. D'ailleurs, on ira les voir pour évaluer si c'est bien des bons groupes. Et donc, ils vont rencontrer d'autres équipes U9 à Pointe-Claire, peut-être 2 matchs dans la journée, je crois. Garçon le samedi, fille le dimanche, et on appelle ça un festival de pré-saison. Donc c'est le premier match, juste pour eux. Et puis ça permet de voir, par exemple, on a mis une équipe dans le groupe 2, et puis elle perd tous ses matchs contre les équipes du groupe 2. Hein, peut-être qu'il vaut mieux le groupe 3. On peut ajuster dans quelle division on place nos équipes en fonction de ce petit festival. Puis en nous, c'est une répétition des matchs pour en faire un premier qui a l'air très compétitif, mais qui est voilà, juste un match de pré-saison. Les terrains à 7 pour les matchs, on va utiliser principalement Down Garden. U9, U10, U11, U12. Pour les matchs, on est séparés, garçon-fille, bien sûr. Ça a bougé, mais j'ai eu une question sur le nombre d'enfants sur le terrain. Oui, il y aura beaucoup d'enfants sur le terrain. L'organisation, la disposition des choses, l'attention à comment on fera les rotations est faite en sorte
pour que justement on puisse gérer beaucoup d'enfants en même temps sur le terrain. Les comptes XPS, donc oui, on garde le même, ça dépend quel email vous avez fourni. Pour des cas particuliers, je ne peux pas me connecter, j'ai un autre compte, va falloir communiquer avec nous. On aura des cas particuliers à gérer. L'invitation va être envoyée demain matin ou plus tard, parce que je vais essayer de chez moi ce soir, mais je sais qu'il y a une limite, donc je ne suis pas sûr que vous l'aurez tous dès maintenant. Alors là, je n'ai pas vu s'il y avait besoin. Je ne peux pas tout répéter en anglais, mais si vous avez des questions, I can go in English by email or repeat some things, but là, j'ai pas vu quelle question il fallait. Ok, on en est. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des nouveaux messages à la fin. Les tournois, je sais que les enfants aiment beaucoup. Je ne sais pas vous les parents. Moi, comme coach, j'haïs ça. Parce que c'est contre l'esprit du CDC. J'aime pas que les enfants jouent un match et si je perds, je joue plus. Je trouve pas ça très intéressant d'aller jouer 3 matchs et payer 450 $ et rentrer chez nous et tout le monde joue pareil. Donc, certains groupes aiment beaucoup. L'idée, c'est que tout le monde devra participer à la même chose. Quand on a comme 5 groupes, c'est pas facile. Donc, c'est une discussion à avoir dans chaque équipe, fonction du nombre d'enfants. Des fois, il y a 2 équipes dans le groupe, c'est plus facile, leur niveau est disponible. Malgré les difficultés que j'y vois, les enfants, les parents aiment. Donc, c'est une possibilité, mais on va l'évaluer en cours de saison. Euh, L'équipement, je pense, peut l'avoir au bureau ou est distribué. Si jamais il manque des choses, malheureusement, je pense que oui, effectivement, on aura des cas où il faudra quand même repasser au bureau ou si on peut le prévoir et qu'on le sait, bah, à la prochaine session, on apporte les trois. Je sais pas, c'est par exemple une paire de chaussettes qui pose problème, là. Donc, pour ceux qui sont inscrits CDC-A en U9, U12, votre session est le lundi. C'est pas la carte, c'est la première pour tout le monde et puis après on distribue. Si jamais il y a des cas où c'est pas possible, communiquez avec nous. Et encore une fois, on a une règle, mais on est aussi compréhensif des problèmes. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe et puis on verra au cas par cas. Donc, même question, si je suis en 11 du 12 et que j'ai raté le mercredi, pour être le vendredi, il fallait être inscrit au CDCC. Donc, c'est pas possible de choisir sa session en fonction de son planning. Pour les chaussures, si votre enfant, j'aimerais qu'il s'habitue à jouer avec des chaussures de turf dès qu'ils sont petits. Maintenant, vos enfants ont peut-être passé 2 paires de chaussures dans l'année. Donc, ça fait 4 paires de chaussures. Et puis, la chaussure pour l'herbe, peut-être qu'il va l'utiliser 2 fois. Donc, je suis un peu gêné. Mais si votre enfant joue plus et est plus grand, vous investissez dans des chaussures de turf pour pas qu'il ait des clits sur le turf parce qu'un jour, il va perdre un genou. Peut-être pas votre enfant, c'est peut-être son ami, mais ça arrive. Ça arrive à mon fils. Et ça vaut des paires de chaussures en plus de ne pas vivre ça. Donc, essayez de voir si on peut avoir les chaussures des plus vieux qui vont plus petits, des choses comme ça. Mais euh, oui, c'est important d'avoir la bonne chaussure sur le bon terrain. Encore une fois, il vaut mieux glisser sur l'herbe et rater son ballon que d'être accroché dans le turf et perdre un genou. Donc, s'il y a une paire à prendre, allez vers salle de turf et puis tant pis s'il glisse des fois. Pour les gens absents, là, je ne peux pas prendre maintenant les disponibilités et autres. Par email ou par XPS, ça vous nous le dites. On sait qu'il a autre chose. D'autres enfants font d'autres sports. C'est un avantage pour eux de se développer comme athlète, faire d'autres activités. Encore une fois, on ne veut pas qu'il ne soit pas là parce qu'il n'a pas envie de venir. On aura un autre problème. Mais s'il y a un empêchement, ça peut être l'école, ça peut être un autre sport, ça peut être le dentiste. Je ne sais pas, il peut se passer plein de choses. À ce moment-là, prévenez-nous et puis on prend note de ces éléments. Donc les matchs organisés à l'extérieur du club, non, le club organise des matchs, on va les jouer contre d'autres clubs chez eux. On pourra aller jouer à Saint-Laurent, on pourra aller jouer à Verdun, on s'arrête à Saint-Lazare de l'autre côté, on va jusqu'à Émeraude vers le centre-ville. Ça, c'est la ligue. Après, pour tournoi, dans ce cas-là, ça dépend ce qu'on a choisi. Je pense que j'ai pas mal tout adressé de ce qui était posé là. Donc, je vais juste essayer de revoir. Ok. Encore une fois, il y a ce soir
68 personnes présentes avec un email d'invitation qui a été envoyé à la veille. Je vous remercie pour ça. On n'a pas pu faire mieux en termes de communication, on essaye de rattraper. Le fait de voir qu'un maximum de personnes s'investissent dans cette communication maintenant avec ce genre de communication et va nous permettre de rattraper ce retard le mieux possible. Il y en aura encore beaucoup, que ce soit pour l'inscription, que ce soit pour différentes questions, des cas particuliers. Voilà. Donc on est prêt ou presque à commencer. On attend la météo, les terrains sont là. Et puis, on va s'ajuster sur les premières semaines. Des choses vont pas être correctes. Nous, on va rater des trucs. Des fois, on va pas être au bon endroit et autres. OK, on va s'ajuster, on s'adapte vite. Et dès que ça va bien fonctionner, vous allez voir, beaucoup d'enfants sur le terrain, bien organisés. Ça va faire des belles sessions. Et vos enfants rentreront fatigués, contents et voudront revenir vite. Donc, voilà ce qu'on souhaite. Donc, merci beaucoup pour votre présence. On se reverra sur le terrain, on se reparlera. Et puis, on se souhaite une belle saison et des enfants qui progressent beaucoup et apprennent avec nous. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde, bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Thank you. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.